la une de l'actualité, ce soir, nous vous amenons au pôle économique et financier qui est un véritable outil de lutte contre la délinquance financière et la corruption. Après le dossier d'engrais subventionné par l'État en procédure dans les juridictions de Sikasso et Kuchala, Garibou Pérou a fait un tour à la cour d'appel et au pôle économique. 34 officiers et commissaires ont reçu leur attestation de fin de stage. Cette 26e promotion a suivi cette formation avec dévouement et assiduité. Le chichara, cet instrument de musique sénoufo, occupe une place importante dans les cérémonies. On accompagne les cultivateurs avec le son du chichara pendant les travaux champêtres pour les galvaniser, mais malheureusement, son utilisation devient de plus en plus rare. Bienvenue dans la grande édition de RTM1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Demain lundi 12 août, le Mali célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, le thème national est la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Pour plus de détails, suivant la quintessence du discours du ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba, et c'est avec Abdul Karim Kaba. Célébrer la jeunesse à l'occasion de la journée internationale qui est dédiée, c'est conforter les jeunes dans leur rôle. Au Mali, le 12 août est mis à profit pour rendre hommage aux femmes. C'est pourquoi ils encouragent les autorités de la transition à poursuivre leur démarche. En cette année 2024, la célébration de cette journée se passe dans un contexte particulier pour notre pays, qui continue toujours sa lutte honorable contre le terrorisme sous toutes ses formes. À l'ère du numérique, les jeunes entendent jouer leur rôle, surtout en termes de réseaux sociaux dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour dire que le choix du thème national, la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent, n'est pas fortuit. Il rappelle la place importante que vous occupez dans le maniement des technologies de l'information et de la communication. Faisant face à cette guerre communicationnelle à outrance, engagée par des ennemis de l'extérieur, notre pays, le Mali, a plus que besoin de votre engagement dans cette nouvelle lutte. Pour magnifier la journée, le ministère en charge de la jeunesse et des sports a initié un certain nombre d'activités. En plus de la rencontre d'échange ministriou, Nishifu Kabarokene, des activités de volontariat communautaire, de randonnée et de séances de reboisement meubleront ce mois dédié à la jeunesse. La célébration du 12 août, Journée internationale de la jeunesse, est mise à profit par le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba de rappeler le travail abattu dans le cadre de la refondation de la fêtière de la jeunesse qu'est le CNJ. Cela conformément aux recommandations des États généraux de la jeunesse. Après le dossier d'engrais subventionné par l'État en procédure dans les juridictions de Sikasso et Kuchala, ce soir, nous vous invitons à la Cour d'appel de Bamako et au pôle national économique et financier. Le pôle économique est une juridiction spécialisée qui a été créée en 2021 et il est opérationnel depuis juin 2023. C'est un véritable outil de lutte contre la délinquance financière et la corruption. Compte rendu, Garibou Pérou et Tchedje Kamara. Atteinte aux biens publics, le faux usage des faux et les infractions connexes sont désormais les réponses. À la trousse des délinquants financiers, des corrupteurs et corrompus, le procureur du pôle spécialisé. Sur fond d'échange de bonnes pratiques, le procureur travaille avec célérité avec le bureau du vérificateur général. Le bureau du vérificateur général et le pôle national économique et financier entretiennent des rapports de collaboration parfaits. Le dernier en date, c'est ce rapport relatif à la gestion du centre hospitalier du Pont G. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les fonds dialyse. Et il se trouve qu'en 2022, le bureau du vérificateur a initié une vérification à l'issue de laquelle elle nous a communiqué un rapport, lequel rapport a été transmis à notre brigade qui a traité et il y a eu un certain nombre d'irrégularités. Par exemple, la non-justification de l'utilisation faite des consommables de dialyse, pour plus de 300 millions. Et la seconde, c'est l'élaboration des procès-verbaux de réception sans constatation de la qualité des repas livrés par la commission qui a été mise en place à cet effet, pour plus de 100 millions. Ces faits-là, quand ils nous ont été déférés naturellement, ils requièrent notre attention s'agissant surtout des fonds dialyse
Et nous avons requis l'ouverture d'une instruction judiciaire qui est pendante, qui est en cours, et d'ailleurs qui se poursuit sereinement et très avancée. Et des personnes sont interpellées et même en détention. À ces dossiers en cours d'instruction se greffe celui du foncier. Le faux usage des faux est devenu un mal qui n'épargne personne. C'est très difficile de voir une famille à Bamako ou alentour qui n'a pas eu, à un moment ou à un autre, des problèmes avec le foncier. Toute opération de lotissement est subordonnée premièrement à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat. Elle ne suffit pas. Il faut en plus une autorisation, cette fois-ci définitive, délivrée par le gouverneur de région ou du district de Bamako selon les cas. De même, les élus locaux, les maires, ils attribuent des parcelles sans être propriétaires ou affectateurs des terres. Plus grave, c'est que les élus, les maires, il leur arrive, et même certains représentants de l'État, d'attribuer des terrains dans le domaine public immobilier de l'État. Or, la loi, le code domanial est très clair. Le domaine public immobilier de l'État, il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il faut que les choses changent. Vous voyez, ça crée beaucoup de dégâts, le problème foncier. Il y a des familles qui sont disloquées. Et souvent, les problèmes dégénèrent. Il y a même mort d'hommes. Alors qu'à l'origine, il y a quelqu'un qui est assis tranquillement dans son bureau qui a pris un acte. Ce sont généralement les bénéficiaires qui en pâtissent. Mais l'autorité qui a délivré l'acte n'est pas inquiétée. Moi, je pense que si on parvient à taper de ce côté-là également, je crois que ça va un peu amoindrir les problèmes. Que dit le code adopté en 2020 en la matière? Ce que vous appelez lettre d'attribution, concession rurale, CHI, etc., ça n'existe plus. Le code domanial y a mis un terme depuis. Le nouveau code va plus loin. Le code a dit à tous les propriétaires des titres précaires, ce que vous appelez CHI, permis d'occuper, lettre d'attribution, etc., qui les avaient jusqu'alors, ils ont un délai de 10 ans pour se conformer, pour transformer leurs titres précaires en titres fonciers. 10 ans. 10 ans, ce sera en 2032, 31 ou 32. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut que tous ceux qui détiennent ces actes provisoires-là, même si vous êtes dans votre maison et qu'elle est bâtie sur des étages, eh bien, en 2032, là, si vous n'avez pas régularisé, en tout cas de par ce qui est dans la loi, bien, vous n'avez rien. Il faut que ce soit clair. Je pense que beaucoup de récriminations qu'on connaissait avant ne sont plus valables. Il n'y aura plus d'impunité. Il n'y aura plus d'impunité dans ce pays-là. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas question de riches. C'est la vérité qui doit triompher. Et aucun secteur aussi ne sera épargné. Au rôle des audiences actuelles, affaires civiles comme pénales, le foncier occupe une place inquiétante. Institué arbitre social, la justice va sévir pour trouver à ces problèmes nationaux une solution nationale. En image, le président du Rwanda, Paul Kagame, a prêté serment ce matin devant le président de la Cour suprême de son pays pour un nouveau mandat de 4 ans. Il s'est engagé à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Plusieurs dizaines de chefs d'État ont assisté à la cérémonie de prestation de serment. Et parmi les invités, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui représente le président de la transition, colonel Assimi Goïta. La présence du Mali à cette cérémonie est la preuve de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. On se rappelle de la tenue à Kigali au mois de juin dernier de la première grande commission mixte Mali-Rwanda, une réunion qui aboutit à la signature d'une bonne dizaine de conventions. Pour rappel, Paul Kagame a remporté l'élection présidentielle du 15 juillet avec 19,18% des voix exprimées. Et toujours en image, l'ambassadeur du Mali au Pérou, avec résidence à Brasilia, Ibrahima Diallo, a présenté le mercredi 7 août 2024 ses lettres de créance à la présidente de la République du Pérou. C'était lors d'une cérémonie solennelle au palais de la présidence péruvienne.
L'ambassadeur Diallo, tout en assurant sa disponibilité à œuvrer pour le renforcement des relations entre le Mali et le Pérou, a transmis à la présidente les salutations fraternelles et d'amitié de son homologue, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que celle du peuple malien au peuple péruvien. Fin de stage de la 26e promotion du cours supérieur de la gendarmerie. 34 officiers et commissaires venus des pays membres de la Confédération, de l'AES et aussi de la Guinée et du Togo ont participé avec dévouement et assiduité à cette formation. Ils viennent tous de recevoir leur attestation de fin de stage. Mohamed Nama Keïta. Après 10 mois d'intenses cours théoriques et de pratiques sur des notions telles que les directeurs d'enquête, le commandement opérationnel, la police judiciaire et la lutte contre le terrorisme, voilà la 26e promotion du cours supérieur de la gendarmerie, fin prêt pour servir avec dévouement et loyauté leurs pays respectifs. La 26e promotion du cours supérieur de la gendarmerie est composée de 8 officiers venant des pays frères et amis d'Afrique, dont 3 du Burkina Faso, 2 de la Guinée-Conakry, 2 du Niger, 1 du Togo, ainsi que 28 nationaux, dont 3 personnels féminins. Au cours de cette formation, un accent particulier a été mis sur la préparation à l'exercice du commandement, mais surtout le professionnalisme. Ils sont à partir d'aujourd'hui aptes à diriger des enquêtes, commander des unités de maintien de l'ordre, commander avec efficacité, j'en suis sûr, les unités de la taille d'un escadron de combat sur le terrain des opérations. M'adressant aux stagiaires, vous êtes le reflet d'un engagement, d'une discipline et d'un esprit de camaraderie qui a marqué votre parcours. Bien formée, la cohorte d'officiers est bien consciente de la tâche qui est la sienne dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous voudrions saisir cette opportunité pour témoigner à la hiérarchie militaire notre satisfecit pour cette initiative. Tout au long de ce stage, les officiers de la 20e promotion ont fait preuve d'un esprit de camaraderie qui rendit l'apprentissage plus agréable malgré les difficultés. Nous avons compris que rien ne sera encore plus facile dans le monde et qu'on devrait travailler ensemble en tant que membres des forces de défense et de sécurité du Mali, d'une part, et d'autre part avec les États membres de l'Alliance et également de la République du Togo et de la Guinée. Des 34 officiers gendarmes, gardes, policiers et de la protection civile, c'est le Malien lieutenant Bourlaï Diakité qui s'est illustré avec la plus grande moyenne de la promotion, 15,42. Lancement du livre de Dr Aboubakar Touré, l'ouvrage d'environ 200 pages intitulé « Progrès de la recherche sur le sorgho pour une agriculture résiliente au Mali ». Le livre regorge tout sur le sorgho. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'ouvrage d'environ 200 pages est réparti en 5 grandes parties. De l'importance à la rentabilité, en passant par l'environnement, la motivation personnelle de l'auteur et la technologie, l'ouvrage est un résumé d'une recherche pour assurer la sécurité alimentaire au Mali. Tout ce qui est méthodes qui sont utilisées au niveau de la recherche pour transférer les innovations faites par la recherche et au niveau des paysans. Et toutes ces méthodes sont décrites et qui font qu'on peut vraiment valoriser ces innovations au niveau du milieu réel. Ce livre vient à point nommé parce qu'il va contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et même à la sécurité économique. Le livre Progrès de la recherche sur le sorgho pour une agriculture résiliente au Mali sera d'un grand apport dans la recherche. Et à Sotiba, c'est avec joie que l'on accueille l'ouvrage. C'est tout ce qui nous manquait pour la chaîne de valeur du sorgho. Parce que quand je dis la chaîne de valeur, ce n'est pas seulement le dernier maillon, la cuisine que les gens voient. Mais depuis la recherche au niveau prospection jusqu'à l'assiette, tout est relaté dans ce livre. Moi, je pense que l'acquisition de ces livres peut renforcer les connaissances déjà assis par tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je veux dire les chercheurs, les techniciens,
les compagnies sémencières, les vulgarisateurs, les transformateurs, tout le monde y trouve son compte. Le livre Progrès de la recherche sur le sorgho pour une agriculture résiliente au Mali est édité par la Sahélienne. Des témoignages sur l'auteur Aboubakar Touredi Akar et les avantages de la culture du sorgho ont été les temps forts de ce lancement. L'Agence malienne de métrologie lance sa traditionnelle campagne de vérification des instruments de mesure. La première étape a concerné le marché de Bagadadji en commune 2 du district de Bamako et cette opération va toucher l'ensemble du territoire national. Bokari Koulibaly et Tayeb Adjaouyakoye. L'Agence malienne de métrologie engage une lutte contre la fraude. Elle procède ainsi à la campagne de vérification des instruments de mesure. La démarche vise à s'imprégner de la fiabilité de ces instruments. Une première sortie qui concerne le marché de Bagadadji en commune 2 du district de Bamako. Un instrument de mesure fiable permet d'assurer la loyauté des échanges commerciaux. Ça permet de protéger l'intérêt économique du consommateur et également celui du détenteur de l'instrument. Car si l'instrument est défaillant, le commerçant il peut vendre à perte, ce qui est évidemment une mauvaise chose pour ses affaires. Également confrontée à la problématique de fraude dans le secteur commercial, l'association des vendeurs de céréales salue cette opération qui, selon elle, va contribuer à l'assainissement du milieu. Akai sankelama aw minu fana be baara kɛ a b'a fana tɔgɔ diya mais a dɔn baara min don maako don nka sɛgɛsɛgɛli fɛn n'a kɛra fɛn tiɲɛnen ye kunko b'a la diinɛko yɛrɛ la nasira la ala fɛ. Des vignettes confectionnées par l'AMAM seront apposées sur les instruments de mesure permettant aux usagers de faire la vérification. Une vignette de couleur verte signifie que l'instrument est conforme. Par contre, l'instrument de mesure sur lequel est apposée une vignette de couleur rouge veut dire que l'instrument en question est non conforme. Les détenteurs de balance sont alors invités à soumettre leurs instruments pour la vérification. Le non-respect de cette mesure pourrait faire l'objet de sanctions pécuniaires, voire de poursuites judiciaires. Construction et réhabilitation des toilettes du service de psychiatrie du CHU.G par l'International Medical Corps et l'USAID. Coût de réalisation 19 millions de francs CFA. Reportage à Benogo Fofana et Idrissa Traoré. C'est dans une ambiance festive que l'International Medical Corps et l'USAID ont remis au service de psychiatrie de l'hôpital.G 4 blocs de 2 toilettes pour les patients et accompagnants. Parmi ces 4 blocs, 2 ont été renouvelés. Il faut ajouter à ceci 2 toilettes pour le personnel soignant. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre International Medical Corps et le CHU du .G. C'est une réponse, n'est-ce pas, à une demande qui a été exprimée par l'hôpital, qui a ressenti vraiment ses besoins. Et à travers notre bailleur de fonds, USAID, nous avons répondu favorablement à cette demande-là. Et il faut dire que nous avons une très étroite collaboration avec l'hôpital du .G. Cette toilette réalisée par International Medical Corps avec l'appui financier de l'USAID à hauteur de 19 millions de francs CFA vise à contribuer au bien-être des malades souffrant des troubles mentaux et accompagnants. Nous savons tous que les infrastructures de santé ne se limitent pas aux équipements médicaux et aux salles de consultation. Les installations sanitaires sont essentielles pour garantir la dignité, le confort et l'hygiène des patients et du personnel. Cette remise des toilettes vient s'ajouter à l'équipement d'une salle informatique en mobilier et matériel informatique, en plus de la fourniture d'équipements médicaux. Je voudrais réitérer au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social mes sincères remerciements et toute ma profonde gratitude aux généreux donateurs pour leur contribution à l'amélioration de l'accès des populations à des services et soins de qualité. Au cours de la cérémonie, le directeur pays de l'International Medical Corps a renouvelé son plaidoyer à l'endroit de la direction de l'hôpital.G pour la continuité de leur coopération et la prise en charge des personnes vulnérables aux soins de santé mentale. Et World Vision International Mali vient de remettre au ministère de la Santé et du Développement social des médicaments d'une valeur de plus de 108 millions de francs CFA. Plus de détails avec Kassim Diallo.
World Vision Mali remet un important lot de médicaments au ministère de la Santé et du Développement social pour la prévention de la malnutrition chez les enfants. Nous avons un lot de 4 millions de comprimés d'albendazole mis à la disposition du gouvernement malien pour une valeur de plus de 108 millions qui permettrait au moins de soulager un peu cette souffrance que vivent les enfants et les femmes en post-accouchement dans les différentes localités du pays. Ces médicaments vont aider le gouvernement à atteindre des objectifs sanitaires au Mali. Ces comprimés d'albendazole seront utilisés dans le cadre de la semaine d'intensification des activités de la nutrition qu'on appelle SIAN pour suppléer l'insuffisance, la carence en vitamine A chez les enfants. Alors nous allons organiser des campagnes qu'on appelle campagne SIAN pour essayer de couvrir l'ensemble du territoire malien. Pour un rappel, cela fait plus de 10 ans que World Vision accompagne le ministère de la Santé et du Développement social en mettant à sa disposition 22 813 000 comprimés d'albendazole pour le déparasitage des enfants de 12 à 59 mois et les femmes en postpartum immédiat. Parlons également de cette remise de matériels médicaux à 10 centres de santé communautaires dans la Cité des Rails. Objectif à renforcer le plateau technique de ces différents centres de santé. Reportage Kabadjara. Le projet pluriel vient de mettre des matériels médicaux à la disposition de 10 centres de santé communautaires. Les bénéficiaires sont les centres communautaires de Bangassi, Logosabousré, Samewolof, Kasso, Ambidedi, Diala, Lafiabougou, Babala et Luntu. Il s'agit pour le projet pluriel d'améliorer le plateau technique de ces différents CESCOM. Nous, présidents des ASACO, on a remercié les projets pluriels pour les dons de matériel. Les priorités même du centre, c'est ce que le projet pluriel a pris en compte. Qui parle de la santé, parle aussi des matériels, parle des médicaments. C'est un mot de remerciement qu'on peut le dire. Le choix de ce centre-là, c'est qu'il y avait le projet BCA aussi qui était mis en œuvre par Santé Monde dans 3 régions du Mali. Ces centres sont choisis pour renforcer les acquis dans ces centres-là, parce qu'on a déjà fait de grands châteaux d'eau et puis des latrines, des incinérateurs modèles qu'on appelle BCA. Et le modèle a été mis en œuvre par Santé Monde. Le représentant du préfet, dans son intervention, a salué ce geste humanitaire du projet pluriel. C'est un sentiment de joie et de satisfaction totale. C'est un bon projet qui aide dans le domaine de la santé. On dit que la santé n'a pas de prix. Et celui qui t'aide vraiment à améliorer la santé, vraiment, il a beaucoup fait. Donc, nous remercions le donateur, le bailleur, et inviter les bénéficiaires à utiliser ces produits-là à bon escient. Signalons que ce don a été financé par Affaires mondiales Canada pour un montant de plus de 146 millions de francs CFA. Et plus de 100 entreprises maliennes ont entamé une formation à la comptabilité simplifiée et à la digitalisation e-commerce. Cela en vue de les rendre plus compétitives sur le plan international. Elle est initiée par la CECIM à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Maïmouna Doumbia. La formation est toujours la bienvenue. La présente porte sur la comptabilité et la digitalisation. Elle devra permettre à la centaine d'entreprises qui y participent d'améliorer leur efficacité en matière de gestion. Des formations comme ça, on doit le suivre avec sérieux, avec une grande attention pour en tirer un profit dans les jours à venir. Le système commercial malien doit s'adapter à cette technologie pour propulser la productivité du secteur. Voilà qui justifie cette session de formation de nos entreprises. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des solutions qui sont données par la digitalisation, qui sont vraiment des solutions intelligentes qui permettent aujourd'hui à nos entreprises, à la gestion des stocks et même au fonctionnement des entreprises sur le terrain. Le chef d'entreprise étant dans son bureau, il peut aujourd'hui contrôler tout le mouvement qui se fait à l'intérieur. Donc moi je pense aujourd'hui que c'est un outil indispensable. Et les 2 modules de formation qu'on va donner vont permettre vraiment à nos entreprises de pouvoir se performer davantage et pour pouvoir répondre aux défis. Rappelons que le Mali, avec son économie dynamique, selon le président de la CCIDB, est à la 3e place dans l'espace UEMOA. Donc cette formation renforcera la compétitivité des entreprises. C'est du moins ce qu'espèrent les organisateurs et les entrepreneurs.
Nombreux sont nos véhicules qui ont des problèmes de suspension en cette période de pluie, des problèmes liés très souvent à la vétusté des engins, mais aussi au mauvais état de certaines routes. Bokari Koulibaly a fait un tour dans certains garages de la place pour voir un peu l'atmosphère entre clients et garagistes. Suivant. Après la pluie diluvienne abattue sur la capitale ce jeudi matin, Cheikh Sidi Kanouté vient faire l'entretien de son véhicule avant de prendre la route du champ. C'est très important de temps en temps de venir ausculter ça de près, parce que c'est pour la sécurité avant tout. Dans cet autre garage situé à Amdalaï en commune 4 du district de Bamako, nous retrouvons Mamadou Sangari en pleine examination d'un véhicule. Tout porte à croire que cette voiture a aussi un problème de suspension. La suspension est là, abaissée là. Et ça, avec le tout à gagner, on va se caler quand on va la dire. La suspension ne fait pas quoi. Parce que abaissée maintenant au programme B, va quoi du monde abaissée filer nous. Mais à la tête, on a une accélération système quand il parce que moi oli sara, à voulu qu'à la guette. Accélérer. Un peu plus loin dans le quartier zone industrielle en commune 2, Moussa Nyambele est sur un véhicule également buté à un souci de suspension. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de ce problème à en croire nos mécaniciens. Bon, ça m'a fait comme goudron dégradé le nom. Bon, on a une suspension tienne kousebe. Il faut man caracon non boni jitarani fen donc on va sur le dougmala dégradé là donc suspension be yoba au moment na quoi. Kala munu be siraka moli be ta do ala ou be bala moli seuna fil do de be ala film seman do de bala film de fana be fen nu be coordonner ñoma do ni kala donala avec film nu do tike wati do la aba déranger wati do la. Malgré l'affluence dans les garages auto en cette période d'hivernage, la recette des mécaniciens semble mitigée. Wati yɛrɛ la marché ka suma dɔɔni parce que fɛn tɛ mɔgɔw bolo marché ka suma bon en même temps ni hali ni client nana bon wari t'u bolo bon mɔgɔ ni i ka client cɛ ka ban donc i tɛ se ka a degunbagatɔ lafili an bɛ obligé an bɛ pièce juru ta ka don mobile la ka caman labila quoi. Non, au best sort il n'a pas beaucoup d'américains. Encore une fois, c'est ça, mais on a sorti battu. On n'a pas beaucoup d'américains parce que Ibanje, ambe taka boka bini sorti trop là, mais on a sorti battu. Il n'a pas habillé chougoumina, ambe chougoumina. Pour prévenir les problèmes de suspension des véhicules, nos amis garagistes proposent. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, ni yanninga samia dou, il sait que suspension là ben, donc talenya fait parce que jamais problème de sima quoi. Ka fɔ bɛ taa dɔɔni de parce que ni sira ma ɲi au moins i bɛ se ka boli dɔɔni a la o de bɛ se k'i lafiya quoi bon ani ji ta fan fɛ ni ji nana i b'i jɔ ji bɛ jigin i bɛ se ka taa i fɛrɛ ma quoi. mɔgɔ dɔw ye mobili boli a tɛ se ji kɔnɔ boli la n'i ye mobili de bɛ mobili boli ji la une fois que accélérateur in mana k'i bolo niveau min na n'i y'a bila dɔɔni k'a fɔ a renflelen bɛ n bolo na n k'a bila n'a sɔrɔ i bɛ ji la dɔrɔn a bɛ ji aspiré. Les propriétaires de voitures ne sont pas les seules victimes des eaux de pluie. Les motocyclistes eux aussi en font les frais. Le tchitchara est un instrument de musique en milieu sénoufo qui occupe une place de choix dans diverses cérémonies. Il est très souvent utilisé lors des travaux champêtres. Malheureusement, l'utilisation de cet instrument devient de plus en plus rare. À Sikasso, une de nos équipes a fait un tour dans les champs. Voyons l'ambiance avec le tchitchara avec Moustapha Doumbia et Daouda Konaté. Le tchitchara est un instrument de musique multi-usage de la région de Sikasso et particulièrement en milieu sénoufo. Il est utilisé dans des manifestations populaires, dont les mariages, les funérailles de certaines personnalités et dans les travaux champêtres. C'est ce qui justifie la présence de cet instrument dans le champ de Adama Balo à Kramogobougou, un village de la commune urbaine de Sikasso. Sénégalo kanyana jefenlo. Ka kuraji do chikelo la
Le tchitchara est un instrument qui accompagne les paysans et leur donne du courage. Il n'est pas fait pour des paresseux. La chanson du tchitchara contient des paroles qui galvanisent le cultivateur. À mon jeune âge, quand j'avais 18-20 ans, le tchitchara a été joué pour me montrer la bravoure. Mon devoir est de transmettre ces messages à mes enfants, surtout les filles, pour qu'elles puissent savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Celui qui entend ce que la dame là est en train de dire, tu ne peux pas rester insensé. L'utilisation du tchitchara dans les champs n'est pas chose courante de nos jours, selon les représentants du chef de village de Karamorobougou, qui est conscient de l'importance de cet instrument. Le tchitchara est un instrument de musique du milieu sénoufo qui est très ancien. On le joue pour des travailleurs, ceux qui se donnent à fond au travail. Cet instrument perd de plus en plus sa valeur. Il est moins utilisé actuellement dans les champs. Le producteur Adama Balo est aussi 4e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Il veut ainsi jouer sa partition dans la sauvegarde et la promotion du tchitchara. Nous avons de la valeur, nous avons certaines choses que nous sommes en train d'oublier et nous pouvons les utiliser pour notre développement. Et il faut toujours donner l'exemple. C'est pourquoi j'ai décidé de donner l'exemple ici dans ces villages. Et je pense que c'est aussi possible. Certains de nos militaires entendent ce tchitchara-là. Je pense qu'il peut être nécessaire qu'au front, qu'on puisse jouer de temps en temps ce tchitchara. Ça les permet de se réveiller et de faire davantage mieux. Les champs de Adama Balo s'étendent sur 7 hectares environ. On y trouve essentiellement de la patate douce, du milo et du maïs. Vous le savez, Mopti a passé le témoin à Tombouctou pour la Biennale. Eh bien, la passation de témoin de la Biennale 2025 a été une réussite en termes organisationnels. C'est ce qui ressort de la réunion de présentation du bilan par la commission d'organisation de cet événement. Et le gouverneur de la région de Tombouctou rassure que le défi de l'organisation sera relevé en 2025. Depuis Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Après l'accueil triomphal de la mascotte de la Biennale 2025 le 4 août dernier par les autorités régionales et la population, la commission régionale d'organisation tire le bilan à la faveur d'une réunion. Nous pouvons dire que le bilan de l'accueil de la mascotte et la cérémonie de passation des témoins pour la Biennale 2025 de Tombouctou a été une satisfaction totale, car l'ensemble de la population, pour ne pas dire de l'intérieur comme ceux qui résident dans d'autres villes du Mali et ailleurs, se sont engagés et ont contribué financièrement, techniquement, pour que cette cérémonie se déroule dans la plus grande satisfaction. Et nous saluons cette assistance de la population, les services techniques, les élus, la société civile, les commerçants, les associations des ressortissants, qui ont tous contribué, qui nous a permis d'amasser plus de 30 millions, y compris l'appui du gouvernement. Ceci nous a permis de couvrir l'ensemble des dépenses. Et nous nous retrouvions avec un reliquat de 5 millions que nous comptons verser dans le compte bancaire dédié à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou édition 2025. Au regard du contexte sécuritaire, l'on pourrait sans risque de se tromper affirmer que le défi sécuritaire a été relevé car les 2 activités prévues se sont déroulées sans incident. Nous prenons l'engagement ici que nous allons faire tous les efforts possibles, nous allons prendre toutes les dispositions pour que la Biennale 2025, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Grâce à l'engagement de tout le monde, ce premier challenge de l'organisation de la Biennale 2025 a été une réussite. C'est pourquoi le chef de l'exécutif régional s'est dit fier d'être le gouverneur de Tombouctou. Ce que j'ai vu, ce n'était pas peut-être gagné d'avance, mais avec la conviction et la détermination. D'abord, des autorités de la transition, et à sa tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Il était déterminé, il est convaincu que nous pouvons réussir. Il y a aussi l'engagement de la population de la région de Tombouctou.
toute la population de la région de Tombouctou, tous les 13 cercles de la région de Tombouctou, vous avez montré que vous pouvez, vous avez montré que nous pouvons. Tombouctou sera prêt pour l'organisation de la Biennale 2025 et cette Biennale sera la mieux organisée de toute l'histoire de notre pays, rassurent les autorités régionales. En image à cet acte patriotique, lancement de la semaine de don de sang par Fusil Mali, parti Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Cette formation politique entend collecter plusieurs poches de sang pour les femmes. Voilà, nous ouvrons la page AES. Votre émission Question d'actualité est consacrée ce soir à la Confédération des États du Sahel avec cette interrogation. Quel enjeu économique, quel défi? Le secteur privé a été sollicité par le département en charge de l'industrie et du commerce pour des propositions concrètes de coopération économique au sein de l'AES. Nous vous proposons un extrait de ce débat animé par Sira Bachili. Pourquoi nous n'allons pas mettre ensemble des grands abattoirs, par exemple à Gao, qui naturellement peut réunir dans cette zone le Niger et le Mali et le Burkina, voir à travers vraiment un partage bien fait de ces trois régions, que les animaux ne sortent plus sur pied, qui est vraiment une logistique pour faire la distribution de la viande, du lait, dans nos trois pays, parce que nous sommes encore très grands importateurs de lait qui est inconcevable avec tout le cheptel que nous avons. C'est valable aussi pour le poisson. Nous sommes le premier producteur de poissons d'eau douce chez nous. Et notre expérience, on peut la partager et le faire avec les autres. Quel secteur vous voyez qui peuvent être redynamisés, qui peuvent être revus avec l'AES? Aujourd'hui, tout de suite, je vois le secteur énergétique, le secteur agricole, tous les secteurs d'importance vitale pour la consommation de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce n'est pas que le Mali aujourd'hui qui est en jeu. Ce sont ces trois pays qui sont en jeu. Qu'est-ce qui doit être fait, à votre avis, pour faciliter le commerce? Bon, pour faciliter le commerce, il faut mettre fin à la redondance des structures de contrôle. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'obstacles au développement du commerce. Et au-delà de ça, il y a des obstacles non tarifaires qui se greffent. Tout cela renchérit le coût. Parce que l'opérateur économique qui se voit dans l'obligation de payer doublement ou triplement ne peut répercuter ces charges-là sur sa marchandise. Et quelle coopération peut être créée avec le secteur privé des trois pays? On peut faire de telle sorte que les chambres d'agriculture des trois pays puissent aller ensemble pour réfléchir et monter des projets d'envergure, parler d'une même voix. Que les patronats puissent aussi aller ensemble, parler d'une même voix et proposer des projets, les porter ensemble, avec l'accompagnement justement de l'État. Que les chambres de commerce également et d'industrie puissent aussi se retrouver dans un cadre commun, parler d'une même voix, faire des propositions qui seront accompagnées par les États. Voilà un débat à suivre après l'émission Défense citoyenne. Au Burkina Faso, Journée internationale de la jeunesse à Ouaga, des jeunes venus de plusieurs pays africains étaient au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, y a livré un message. Retour sur les points saillants du discours du président du Faso avec Tanga Kafando. En communiant avec les jeunes d'Afrique, le président du Faso les a invités à une intégration réelle, loin de l'union de façade constatée avec l'Union africaine. Le capitaine Ibrahim Traoré dénonce l'inaction et le silence de cette organisation face aux crises que vivent certains États en Afrique et face aux ingérences des pays étrangers dans les affaires africaines. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en treillis et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ses sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber,
ont replié bagages et partirent. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Aux jeunes, le chef de l'État demande de se parler, de se comprendre et de bannir de leur comportement 3 vices qui font le lit de l'impérialisme. Il s'agit de la traîtrise, de l'incompétence et de la lâcheté. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie, on lèche les bottes. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Le troisième vice, c'est l'incompétence. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord. Démocratie, droits de l'homme, liberté, le président du Faso invite les jeunes à lire, à se cultiver, ce qui leur permettra de relativiser les définitions des concepts et de se faire leur propre lecture en lien avec le contexte africain. Pour le président du Faso, la communication est l'arme fatale de l'impérialisme qui, avec ses médias mensonges, peint les leaders africains en anges ou en démons selon leurs intérêts. Et les jeunes sont appelés à faire attention à ces médias. Le chef de l'État invite les jeunes à poursuivre la réflexion, convaincus qu'une jeunesse éclairée est une force motrice pour le développement, sans lequel il n'y a point de paix et de sécurité.
Toujours au Burkina Faso, une forte délégation gouvernementale s'est rendue sur le site du barrage de Samandéni pour lancer officiellement la toute première récolte de poissons produits par le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Pour ce premier cycle de récolte, la prévision est d'environ 15 000 voire 20 000 tonnes de poissons. Le reportage de Bétibié Naon et Adamant Julien Dambélé. L'offensive agro-pastorale et halieutique porte déjà ses fruits sur le barrage de Samandéni. En 4 mois de processus, certaines cages flottantes présentent déjà des résultats satisfaisants. Des poissons de type tilapia à maturité, prêts pour la consommation. La délégation gouvernementale est là pour lancer officiellement la toute première récolte. Il est attendu pour ce premier cycle environ 15 000 voire 20 000 tonnes de poissons comme production dans 4 structures flottantes sur la centaine installée. C'est la preuve aujourd'hui que l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique est en marche au-delà du discours. Tout de suite, nous avons assisté à la première récolte ici, 4 mois après l'empoisonnement, et je pense que ce sont des résultats très encourageants qui montrent qu'on est vraiment dans la bonne dynamique. L'objectif de cette année est d'arriver à produire de façon endogène environ 50 000 tonnes de poissons sur les 100 000 attendus de l'offensive d'ici 2025, rappelle le ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques. Au regard des premiers résultats obtenus sur ce périmètre de Samandéni, Ismaël Sombier se projette déjà. Je pense que nous pouvons réduire les délais dans lesquels nous allons atteindre cet objectif et plutôt viser un objectif beaucoup plus haut, vu qu'en 3 mois et demi, nous avons pu sortir des spécimens qui ont plus d'1 kilogramme. Et l'ensemble des mesures sont prises pour que le projet puisse aller à son terme. Ça va continuer par l'appui effectivement des projets et programmes du ministère et pour quand même arriver effectivement à implémenter 10 000 cages flottantes et ce qui va nous revenir à peu près plus de 100 000 tonnes effectivement de production attendue dans l'année. Après ces 4 premières structures, les autres cages flottantes doivent en principe livrer leur production de poissons d'ici fin août. La prévision générale est de 3 cycles de production par an et par cage flottante, expliquent les techniciens en charge du site. Fin de la page AES et début de la page sport. Bonsoir Siragatou Sissé. Bonsoir Hayati Soukone. Alors, match de préparation de basket, les Aigles Dames du Mali en route pour le tournoi de pré-qualification à la Coupe du Monde 2026 ont livré 2 matchs face aux Rwandaises. Oui, après la victoire hier au forceps 90-87 sur les Rwandaises, les Aigles Dames du Mali ont appuyé cette fois sur l'accélérateur pour s'imposer 91-79, soit 12 points d'écart. Ces 2 matchs tests ont certainement permis au staff technique des Aigles de juger le niveau d'ensemble de l'équipe avant la grande bataille du tournoi de pré-qualification à la Coupe du Monde féminine 2026. Le Mali aura comme adversaire le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda du 19 au 25 août. Et basket toujours, mais sur le plan local, la Coupe du Mali est au stade des quarts de finale et les premiers qualifiés pour les demi-finales sont déjà connus. Oui, il s'agit en série dames du Djoliba AC, de l'USFAS et de l'AS Real. Le dernier qualifié sera connu demain lundi à l'issue du match Stade Malien de Bamako AS 15 Mbougou. En série messieurs, les qualifiés pour les demi-finales sont le centre de référence de Tombouctou et le centre Mamoutou Kane. Les 2 derniers tickets seront distribués demain lundi lors des oppositions AS Police AS Real et Atracop de Kida Stade Malien de Bamako. Jeux Olympiques Paris 2024, les lampions s'éteignent ce dimanche sur la 33e édition. L'heure est au bilan en termes de médailles. Oui, les États-Unis sont premiers avec 126 médailles réparties comme suit. 40 or, 44 argent et 42 bronze. La Chine est deuxième avec 40 or, 27 argent et 24 bronze. Le Japon se classe troisième avec 20 or, 12 argent et 13 bronze. Le Mali, représenté dans 5 disciplines, le football, le taekwondo, l'athlétisme, la boxe et la natation, n'a obtenu aucune médaille. Les prochains Jeux olympiques auront lieu en 2028 à Los Angeles aux États-Unis.
Merci bien, Selagatou. Je vous en prie. Et bon début de semaine. Merci, vraiment à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Nos grands-pères disent que le succès par la persévérance fait oublier les peines d'antan. Le Mali dans vos cœurs et dans vos prières. À très vite sur l'ERTM et bonne fin de soirée à tous.